des vies et des hommes. Isabelle Rupin. Du positivisme pour passer à l'action en faveur de la transition écologique. C'est le slogan de Mathieu, un des slogans de Mathieu Witfoot, qui est éco-aventurier et qui était présent le 6 octobre à la journée du climat organisée par le conseil départemental. Et on a réussi à caler un petit temps pour se rencontrer. Alors Mathieu, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est un éco-aventurier ? Un éco-aventurier, c'est un peu comme un média éphémère qui essaie d'utiliser le pouvoir et l'émotion derrière le sport pour parler d'écologie. Alors tu as plutôt une formation de commerce, un commerce international. Est-ce que, certains pourraient dire, mais en fait, parler d'éco-aventure, c'est un prétexte pour se faire plaisir et faire des aventures un peu aux quatre coins du monde ? En vrai, je pense que quand on parle d'écologie, il faut partir de ce qu'on aime. Moi, c'est l'aventure. D'autres personnes, c'est être magicien. D'autres personnes, c'est construire une maison. Et je pense que c'est la façon la plus efficace de parler de la protection de l'environnement, c'est de partir de ce qu'on aime et de le faire dans un prisme qui met en avant le monde et le vivant autour de nous. Et donc moi, c'est comme ça que j'ai trouvé ça. Et c'est notamment dans ces moments qui sont plus des aventures que du sport, quand on est au milieu d'un océan, quand on est entre deux continents, qu'on trouve, et que je trouve en tout cas moi, une certaine vulnérabilité qui m'ouvre à vouloir partager le monde autour de moi. Ces expériences de vulnérabilité, d'être confronté à la nature, en fait, elles ont commencé il y a très longtemps. La première, je crois que c'était en 2014, avec une virée au Pérou. La première, on va dire, éco-aventure, c'était plutôt en 2016-2017, où avec mon cousin, on a fait un tour du monde en vélo sur les solutions face aux déchets plastiques. Et donc là, avant de partir, on a référencé 300 solutions à travers le monde et on a décidé d'aller rencontrer les plus innovantes à vélo. Alors 18 000 km, 17 pays traversés. Du coup, parmi ces solutions, qu'est-ce qui vous a marqué, touché ? Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est avant tout des rencontres de personnes, d'entrepreneurs qui sont tellement engagés pour le monde autour d'eux. Et je peux citer ce jeune entrepreneur en Indonésie qui a travaillé avec des pêcheurs locaux qui n'avaient plus de poissons à pêcher. Et donc il a travaillé pour cultiver des algues qui en grandissant captent du carbone et qui, une fois grandes, il les traite pour en faire une sorte de packaging qui va remplacer le plastique dans un pays où 9 plastiques sur 10 finissent directement dans l'océan. Et je trouvais quelque chose de très concret, une alternative aux emballages plastiques dans un pays où c'est une vraie problématique, avec ce jeune qui avait 22 ans. Et moi, ça m'a beaucoup marqué parce que ça m'a montré qu'en fait, déjà, il n'y a pas d'âge pour innover et trouver des solutions et qu'aussi, c'est répondre à un autre problème des pêcheurs qui n'ont plus à pêcher en leur apportant une solution qui est à la fois vertueuse pour l'environnement. Ça, c'était donc en 2017. Et aujourd'hui, on n'a pas l'impression que ça soit si répandu que ça, cet élevage d'algues pour en faire des sacs vertueux. Alors, comment se fait-il qu'il y ait un delta aussi grand entre une innovation, une idée de génie, et puis après le fait que ça se répande? C'est ma grande frustration. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est pourquoi j'essaie de parler de toutes ces solutions, parce que je pense qu'il y a aujourd'hui toutes les solutions dont on a besoin. Par contre, ce dont on a besoin, c'est un changement de culture, d'habitude, et ça, c'est comme un saumon qui remonte la rivière, il faut réussir à aller à l'encontre de certaines facilités, aller à l'encontre de beaucoup de messages qui nous sont véhiculés par la culture aujourd'hui. Et donc, c'est à travers des histoires notamment que je crois qu'on peut changer ça. Et à ma petite échelle, c'est ce que j'essaie de faire à travers les histoires que je construis. Oui, c'est ça. C'est une façon pas culpabilisante d'envoyer finalement ceux que vous avez la chance de toucher comme ça, de nous envoyer vers un monde meilleur, enfin vers un monde avec des bilans carbone plus positifs. Et, voilà. Et vous avez surtout un monde où nous, on sera encore là. Et c'est pas le but, c'est pas c'est pas d'être alarmant. Et en même temps, c'est vraiment ça l'enjeu derrière. C'est plus que des bilans carbone, etc. Pour moi, c'est vraiment un enjeu de survie de l'espèce humaine à long terme.
Et pour ça, ouais, des récits, moi, qui m'ont fait agir, ce sont des récits que je trouve inspirants. Et donc, j'essaye de reproduire ça. Vous témoignez aussi parfois d'un exemple assez frappant où au Rwanda, il y a, je ne sais pas, 10 ans à peu près, où vous avez été bloqué à la frontière pour... Exactement, en fait. Donc, on arrive au Rwanda en vélo et on fouille dans nos sacs pour voir si on a de la drogue, si on a certains produits et notamment si on a des sacs en plastique. Parce que ça paraît incroyable. C'est assez incroyable. Et 10 ans avant la France, ils ont interdit les sacs plastiques. Ce qui en fait aujourd'hui le pays le plus propre d'Afrique. Ça nous a vraiment marqué d'arriver dans ces villes qui sont extrêmement propres. Et il y a une mesure, moi, que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est l'Ugumanda. C'est une mesure où tous les premiers mercredis du mois, tous les adultes se donnent rendez-vous pour, pendant toute une journée, rendre service à la communauté. Donc que ce soit planter des fleurs, que ce soit entretenir les poubelles, que ce soit plein de choses différentes. C'est un moment hyper collectif que je trouve assez inspirant, en fait, dans l'idée qu'on va retrouver du lien humain avec des gens qu'on ne connaît pas forcément sur des tâches que tout le monde devrait faire. Et en se faisant du bien à soi-même et dans notre entourage. Exactement. Et ça, effectivement, c'est une belle leçon, même si par ailleurs, le Rwanda n'est pas forcément un modèle pour tout. Mais effectivement, ça, c'est des choses très intéressantes. Est-ce que vous avez d'autres récits d'éco-aventures à partager avec nos auditeurs, Mathieu Witfoot? Je pense qu'un défi que j'ai particulièrement aimé, c'est que moi, j'ai grandi une partie de ma vie dans la banlieue parisienne, à côté de la Seine, et j'ai toujours vu ça comme un espace pollué. Et c'est une idée largement répandue, effectivement. Exactement. Et un jour, je rentrais de ce tour du monde en vélo et je me suis dit, mais en fait, est-ce que ce serait pas ça la prochaine aventure ? Et de là, j'ai pris conscience je suis tombé un jour sur un graphique qui montre les plus grands déchets dans les océans. C'est numéro 1, le mégot de cigarette. Je me suis dit, c'est dingue, déjà, j'étais pas au courant. Et ensuite, les déchets le petit mégot qu'on va jeter à Paris dans la ville va finir dans la mer, à travers la Seine. Et 400 ans pour se détruire, je crois, un mégot de cigarette, non ? Alors non, on est plutôt aux alentours d'une dizaine d'années. Par contre, il y a 4000 polluants chimiques. Et c'est des vraies bombes chimiques. Donc nous, je voulais parler de ça. On a créé une association avec ma femme, mon petit frère, ma cousine, qui s'appelle Swim for Change. Et on a décidé d'organiser à Paris le record du monde de collecte de mégots. Et voilà qu'un samedi matin, en 3 heures, on a collecté 855 000 mégots. Donc il faut imaginer, 855 000, c'est absolument monstrueux. Et on a décidé ensuite de nager de Paris jusqu'à la mer pour retracer le parcours symbolique que n'ont pas fait ces mégots, justement parce qu'on les a collectés. Et pour moi, c'est une façon positive de raconter quelque chose, parce qu'il y a 1000 personnes qui se sont rassemblées un samedi matin pour collecter ces mégots, parce que derrière, on a pu faire la une de JT de médias nationaux français, et donc toucher finalement des gens à travers un récit et un message qui est très simple: jetez vos mégots à la poubelle. Surtout qu'il y a aussi des entreprises qui recyclent les mégots. C'est peut-être une parenthèse, mais on peut la faire quand même. Oui, en même temps, c'est assez délicat parce que parfois, il vaut mieux les incinérer. Vu que c'est extrêmement toxique, on peut le comparer à des médicaments ou des produits toxiques qu'on manipulerait avec beaucoup d'attention, des gants, etc. Ça dépend des solutions. Mais en tout cas, il faut, si on les recycle, vraiment discerner la partie chimique de la partie plastique. Et donc effectivement, ce ramassage de mégots, là c'est un très très bon exemple parce que autant on peut pas forcément, on a l'impression de ne pas pouvoir grand chose sur les grandes industries et encore que, mais en tout cas là sur le mégot de cigarette, chaque fumeur peut se sentir concerné. Exactement, l'idée le geste il est assez simple, par contre il est inconscient. Donc s'il y a plein de biais cognitifs qu'il faut déconstruire, ça c'est ce que peut faire le consommateur. Après l'industrie, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'elle fasse des mégots qui sont moins polluants. Et ça, elle a un vrai travail à faire. Il ne suffit pas juste de jeter le mégot. Donc là, en parallèle, l'idée, c'est de faire passer des messages sur la toxicité de certains produits. Je trouve ça hallucinant qu'on mette entre 2000 et 4000 produits chimiques différents dans un même objet qui ne tient même pas dans le creux de sa main. Là, il y a un gros boulot aussi. Mais chacun son rôle. D'autres exemples encore très pertinents parmi toutes vos aventures, parce que on a parlé de la Seine, on a parlé de ces 18 000 kilomètres à travers les pays, mais il y a aussi le lac Titicaca, la traversée du détroit de Gibraltar. Oui, peut-être la dernière aventure. On a voulu avec ma femme nager 24 heures non-stop pour parler de l'eau qu'on consomme en 24 heures.
Donc on a fait ça dans le lac d'Annecy, c'était il y a à peu près 2 semaines. Et en fait, l'eau qu'on consomme, il y a l'eau quotidienne, réelle, l'eau du robinet, de la douche, etc. Mais il y a surtout l'eau qui se cache derrière ce qu'on mange, derrière ce qu'on consomme. Ce que vous appelez l'eau virtuelle. Exactement. Et donc là, on a créé un calculateur avec l'ADEME qui s'appelle Nos Gestes Climat, dans lequel on peut calculer non seulement son empreinte carbone, mais aussi son empreinte eau. Et on réalise qu'on est plutôt dans les milliers de litres d'eau par jour consommés. Et bon, pour la petite anecdote, ce défi, on n'a pas réussi à aller au bout parce qu'on s'est retrouvé dans des conditions hivernales, dans un temps avec un ressenti à entre 0 et 4 degrés. Donc au bout de 14 heures, on est ressorti frigorifié, mais le message n'a pas empathie. Et si vous pouvez aller faire rapidement votre petit calcul pour voir où agir intelligemment. Voilà, ça sera effectivement une bonne expérience pour à la fois, finalement, pour prendre conscience et pour se sentir acteur aussi de la réduction des gaz à effet de serre, hein, qui est absolument nécessaire. Hein. Et du coup, il faut aller sur le site de l'ADEME ou sur le vôtre ? Sur le site Nos Gestes Climat, ce sera parfait. Du coup, avec vos expériences que vous avez collectées dans le monde entier, ces belles initiatives que vous avez pu remarquer, vous les mettez au service de la collectivité, donc en venant faire des conférences, hein, et puis aussi des entreprises. Hein. Et ça, est-ce que vous sentez que vous avez travaillé notamment avec L'Oréal, Unilever, Decathlon, est-ce que vous avez l'impression que les entreprises sont réceptives à ces messages et pas seulement pour leur image de marque ? J'ai l'impression que les personnes avec qui je parle dans les entreprises sont extrêmement réceptives. Maintenant, avec le recul, j'en suis à peu près à 300 conférences, j'ai du mal à évaluer vraiment mon impact pour savoir si ça a vraiment transformé les gens ou pas. Et j'ai l'impression, et c'est une grande frustration, de se dire que ça va jamais assez vite. Je pense que c'est ce qui me pousse à continuer à aller de l'avant. En même temps, on voit qu'il y a une vraie maturité sur certains groupes, sur ces sujets, une vraie compréhension de la technicité. Mais pour moi, ça va jamais assez vite. Donc je serai peut-être un éternel frustré là-dessus, et c'est peut-être un moteur pour moi d'aller non seulement sensibiliser, mais aussi d'aller pousser d'autres initiatives, d'autres acteurs qui font des choses beaucoup plus concrètes et avec qui on est très complémentaires. Vos projets, là, dans l'immédiat, Mathieu Wittfoot ? Et mon projet maintenant, ça a été de créer un jeu pour parler d'écologie à toute personne, mais de façon inspirante. Ça s'appelle le Climate Workout. On a travaillé avec des athlètes olympiques, des experts en sciences cognitives, des game designers pour essayer de créer ce jeu qui est une espèce de, on va dire, un peu Koh-Lanta du climat. Ça dure 1h30, on en a animé aujourd'hui 2 d'ailleurs. Et donc ça, c'est un peu le projet d'essayer au-delà de moi-même, d'aller avec toute une équipe. On a 30 coachs qui sont formés, j'ai une associée aussi avec qui on crée cette belle histoire pour essayer d'aller toucher d'autres publics, des scolaires, des entreprises, des maroquiniers, des gardiens d'immeubles avant-hier, enfin plein de gens différents, quoi. Et ça, c'est un jeu qui n'est pas un jeu de société, c'est pas un jeu de plateau, c'est un jeu virtuel ? C'est un jeu animé par des coachs qui s'appelle le Climate Workout. Et donc vous pouvez aller sur climateworkout.com pour plus d'infos. Ok, donc plein de beaux projets en perspective pour vous et puis du coup pour nous aussi. C'est-à-dire qu'on peut se mettre en mouvement ou continuer le mouvement. Merci infiniment. J'ai quand même envie juste de préciser que votre l'orthographe de votre nom de famille, parce que si les auditeurs essayent de chercher sur Internet, ça peut être compliqué. Donc votre prénom c'est Mathieu, avec 2 T et un H. Et puis votre nom de famille, donc c'est Witvoet. Voilà, ce qui n'est pas forcément intuitif quand on entend votre nom. Vous êtes d'origine française, mais c'est néerlandais. Voilà, et je vous remercie pour cette interview. Merci infiniment, Mathieu Wittfoot.